Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle enquête de Pièces à conviction. Le trou de la sécurité sociale s'élève aujourd'hui à 158 milliards d'euros. En Europe, les Français sont les plus gros consommateurs de médicaments. C'est aussi chez nous qu'ils sont les plus chers. Pourquoi certains médicaments coûtent-ils 20 fois moins cher aux Pays-Bas ou en Italie? Qui fixe le prix des médicaments? Nos politiques font-ils le poids face aux géants pharmaceutiques? L'enquête de Mao Chantrel et Lionel de Coninck révèle qu'en s'attaquant au prix de quelques médicaments, nous pourrions réaliser près d'1,5 milliard d'économies. Henri revient de loin. Il y a 1 an, il a été victime d'une attaque cardiaque. Monsieur, pourquoi vous venez ici? Eh bien, je viens consulter mon cardiologue parce qu'il y a 1 an, j'ai fait un infarctus. J'ai un traitement médical à vie et je dois me faire suivre régulièrement puis renouveler mon ordonnance. Depuis, Henri doit se rendre régulièrement chez son cardiologue pour des visites de contrôle. Mais son histoire n'est pas unique. Des malades du cœur, comme Henri, il y en a plusieurs dizaines de millions dans le monde. De l'autre côté de la frontière, à Rome, voici Furio, 68 ans. Il y a quelques années, après un malaise, ce retraité est opéré du cœur. Ah, grazie, buongiorno signore. Depuis, lui aussi est sous surveillance médicale. Comment vous sentez-vous? Bien, merci. Meglio non sarei qui naturalmente. Avez-vous des symptômes particuliers? Faites-vous des activités physiques? Je suis plutôt bien. Je ne ressens rien de particulier. Rien à signaler, Furio est en forme. Au même moment, en France, Henri est en pleine consultation. Tous deux viennent se faire prescrire du Plavix, un anticoagulant, un médicament qui fluidifie le sang. Un médicament fabriqué par le laboratoire français Sanofi. Et le médecin d'Henri connaît bien le Plavix. Non. D'accord. C'est un médicament qu'on prescrit fréquemment, à peu près une consultation sur 3 nécessite la prescription de Plavix. Et tous les mois, partout dans le monde, comme Henri le français à gauche et Furio l'italien à droite, des millions de patients se rendent dans une pharmacie acheter leur Plavix. Il fait partie des médicaments les plus vendus de ces 10 dernières années. Mais vous allez le voir, une surprise nous attend. Dans les Yvelines, Henri achète sa boîte de Plavix mensuelle, 37 € et 11 centimes. C'est un traitement pour 1 mois, donc ça fait un peu plus d'1 euro par jour. Ça représente déjà un certain prix, c'est sûr. Maintenant, je pense que, vu les quantités qui sont fabriquées, peut-être qu'on pourrait faire mieux, mais... Pendant ce temps-là, à Rome, le pharmacien italien délivre à Furio sa boîte de Plavix. Mais bizarrement, 18,23 € la boîte en Italie. Près de 19 € de différence pour le même médicament, la même efficacité. Le Plavix, fabriqué par le français Sanofi, plus cher en France qu'en Italie, c'est tout simplement incompréhensible pour Henri. La même boîte de Plavix, elle vaut en Italie 18,23 €. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah là, si c'est exactement la même boîte, j'en ai les bras qui tombent. D'autant que l'Italie est dans la communauté européenne, donc il n'y a aucune raison que ce soit à 37 € chez nous et à 18 € de l'autre côté de la frontière. Ça, c'est sidérant. Le Plavix était encore, il y a peu de temps, le médicament qui coûtait le plus cher à la sécurité sociale. Mais alors pourquoi une telle différence de prix entre la France et ses voisins européens? Depuis des dizaines d'années, on entend les mêmes discours. On revient en France avec un nouvel axe de lutte contre le déficit de la sécurité sociale. Les comptes de la sécurité sociale, à nouveau dans le rouge. Le chiffre officiel sera publié demain. La sécurité sociale qui est toujours malade, déficit prévu de 9 milliards cette année. Le déficit s'élèvera à la fin de l'année à 11 milliards 900 millions d'euros. C'est le plus grand de l'histoire de l'organisme public. Peut-être une solution toute simple existe-t-elle? Baisser les prix de nos médicaments. Nous avons choisi 4 histoires emblématiques
quelques-uns des médicaments qui coûtent le plus cher à la sécurité sociale. On voit toute la journée des patients qui reçoivent des ampoules à 900 € alors qu'on pourrait faire la même chose à 25. C'est ça qui est choquant. Des médecins français qui ont du mal à comprendre pourquoi nous ne prenons pas exemple sur nos voisins. En France, peut-être que le prix des génériques ou des médicaments originaux est un peu plus élevé. Mais 15 fois plus élevé qu'aux Pays-Bas, c'est vraiment trop. Vous allez voir qu'avec quelques idées simples et un peu de bon sens, la sécurité sociale pourrait économiser plus d'1,5 milliard d'euros. La France est le paradis de l'industrie pharmaceutique. C'est là qu'ils sont les rois. C'est catastrophique. Notre enquête débute à Paris, au mois de juin dernier. Ce jour-là, un médecin, une députée européenne et un ancien pharmacien veulent alerter la presse. Selon eux, un scandale est passé sous silence, celui du prix des médicaments en France. Un gâchis colossal qui est aujourd'hui inacceptable, surtout par ces temps de crise. 18 boîtes par an. Serge Rader est un ancien pharmacien. Il a réalisé 7 études, 9 pages de comparaison entre les prix des médicaments en France et en Italie. Et il l'affirme, il serait possible de réaliser facilement une économie de 10 milliards d'euros en 3 ans. Pour le vérifier, nous nous rendons de l'autre côté des Alpes. Dans un petit village, à quelques kilomètres de Venise, nous retrouvons Serge Rader. Depuis quelques années, cet ancien pharmacien s'est donné pour mission de dénoncer les excès du système de santé français. Sa méthode ? Comparer boîte par boîte les prix des médicaments italiens à leurs équivalents français. Vous voyez ce médicament, la ciprofloxacine, elle vaut 3,88 en Italie et elle vaut 8,12 en France. Voici le Tower 20. Il vaut 12,50 en Italie. 12,50 €. En France, il est à 27,33. Le Triatec, en France, est 3 fois plus cher qu'en Italie, vous voyez. 17,96, 6,80. Et le générique, qui est là, est 2 fois plus cher. Vous voyez un peu les économies. 3 fois plus cher pour le Triatec, 2 fois plus cher pour son générique, le Ramipril. Et des exemples de ce type, Serge Rader en a des centaines. Une situation, selon lui, inacceptable. Il n'est pas normal que les Français payent leurs produits plus cher qu'en Italie, plus cher qu'en Allemagne, plus cher qu'en Grande-Bretagne. Les conclusions de cette étude ont été très critiquées par les fabricants de médicaments. Quelques jours après sa publication, le LEM, le syndicat de l'industrie pharmaceutique, a même publié une mise au point. Le LEM est une organisation puissante. Elle rassemble toutes les entreprises du médicament présentes sur le territoire français, comme Novartis, Sanofi, Roche. Pour le syndicat de l'industrie, l'étude de Serge Rader n'a aucune valeur. Dans son communiqué, le LEM dénonce. Une étude manifestement bâclée, où le vernis économique sert d'habillage à des arguments idéologiques rebattus et outranciers. Pourtant, Serge Rader n'est pas le seul à affirmer que les médicaments sont plus chers en France qu'en Italie. Un économiste italien l'a lui aussi prouvé. La Bocconi est une des universités d'économie les plus renommées d'Europe. Claudio Iomi a publié en décembre 2012 une étude sur les différences de prix des médicaments dans l'Union européenne. Et ses conclusions sont sans appel. Tableau à l'appui, il l'affirme. Dans 72% des cas, les prix des médicaments italiens sont inférieurs aux prix français. Ces dernières années, l'écart de prix s'est creusé avec la France, et ça c'est une nouveauté. Car dans le passé, les prix français et italiens étaient relativement homogènes. Je pense que ceci est dû à une politique de réduction des prix effectuée ces dernières années en Italie. Depuis 2006, l'Italie a mis en place une politique très sévère de restriction des dépenses de santé. Et une réforme en particulier a permis au gouvernement italien de faire chuter les prix des médicaments. Aujourd'hui, sous-secrétaire d'État au ministère du Développement économique, Carlo De Vincenti
a longtemps œuvré pour que cette réforme soit adoptée. Pour faire simple, tous les ans, nous fixons à chaque firme pharmaceutique un budget qu'elle ne peut dépasser. Nous avons pris cette décision car notre dépense hospitalière était excessive et elle nous a contraints à faire des économies. Elle consistait principalement à forcer les laboratoires à baisser leurs prix. Depuis 6 ans, en plafonnant les prix, l'Italie est ainsi parvenue à maîtriser ses dépenses de santé. En France, on est loin du compte. Un scandale pour Serge Rader. C'est l'argent du contribuable. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de dépenser 2 fois plus en médicaments. Sur certains médicaments, il faut les couper en 2, les prix. Eh oui. Couper en 2 les prix de certains médicaments, et surtout de ceux qui coûtent le plus cher à la sécurité sociale, ce serait peut-être possible. Une simple décision administrative pourrait ainsi faire économiser à la France plusieurs centaines de millions d'euros. Prenez l'histoire du médicament qui coûte le plus cher à la collectivité. Le Lucentis. Il permet de traiter une maladie des yeux, la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Plus de 800 000 Français, surtout des personnes âgées, en sont victimes. En 2012, ce médicament a coûté à lui seul 389 millions d'euros à la sécurité sociale. Et dans la majorité des cas, une seule injection ne suffit pas à soigner la DMLA. Pierre Mutrici a 75 ans, il est atteint de cette maladie depuis 3 ans. Voilà, monsieur Mutrici, installez-vous, comme d'habitude. Ce matin-là, il a rendez-vous à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu à Paris pour subir sa 24e injection. Le Lucentis est cher, 895 € la seringue. Alors, ouvrez les 2 yeux et regardez vers vos pieds. Voilà, vous ne bougez pas. Ce patient n'a pas toujours été soigné avec le Lucentis. Jusqu'en juillet 2012, on lui injectait un tout autre médicament. De l'Avastin, un anticancéreux qui s'est révélé être également très efficace pour soigner la DMLA. Un médicament tout aussi efficace, mais à 25 € l'injection. Il est 35 fois moins cher que le Lucentis. Monsieur Mutrici, on va vous aider à vous relever. Il y a une différence entre l'Avastin et le Lucentis? En termes d'efficacité, c'est exactement la même chose. Ici, à l'Hôtel-Dieu, on a utilisé de façon systématique l'Avastin jusqu'à ce qu'on ait une interdiction légale d'utiliser ce produit-là et qu'on soit obligé d'utiliser le Lucentis. Car il y a 1 an, la Direction générale de la santé publie 7 circulaires interdisant l'utilisation de l'Avastin. L'État oblige ainsi les médecins à utiliser le médicament le plus cher. L'argument invoqué, l'Avastin ne dispose pas de l'autorisation de mise sur le marché pour traiter la DMLA, contrairement au Lucentis. La préparation de seringues d'une solution d'Avastin est interdite compte tenu de l'existence d'une spécialité adaptée, Lucentis. L'Avastin à 25 €. Le Lucentis à 895 € pour le même traitement. Pourtant, 4 études médicales arrivent aux mêmes conclusions. L'efficacité du Lucentis et de l'Avastin est la même. La dernière en date, appelée l'étude GEFAL, est d'ailleurs française. Ces résultats sont en termes médicaux très clairs. Les 2 médicaments réduisent l'épaisseur du sous-champ de la maculaire centrale. Il n'y a pas de différence significative. Cette étude a été financée par le ministère de la Santé, celui-là même qui a interdit l'utilisation de l'Avastin. Voilà, supported by a grant from the French Ministry of Health, Programme hospitalier de recherche clinique nationale 2008. Ce sont aussi vos impôts... Ils se tirent une balle dans le pied. Ils financent et ils disent non. Ce sont aussi vos impôts qui ont payé cette étude. Pour ces 2 professeurs de médecine, c'est incompréhensible. Malgré les études qui légitiment l'utilisation de l'Avastin,
la Direction générale de la santé ne veut rien savoir. Le résultat de ce système, très pervers, mais c'est une traduction immédiate, en 2012, le médicament Lucentis est devenu la première dépense de médicaments remboursée par l'assurance maladie en France. 390 millions d'euros. 390 millions alors que normalement, on aurait dû dépenser 10 millions au plan national avec l'utilisation des seringues d'Avastin. 380 millions d'euros de différence. Une économie dont l'hôpital public aurait bien besoin selon ces deux médecins. La frustration, elle est en tant que citoyen, de savoir que ce que je vais injecter à mon patient coûte presque, si vous voulez, le salaire d'une infirmière. En tout cas, si on injecte les deux yeux, c'est plus que le salaire d'une infirmière. Ça, c'est très choquant. Donc c'est en tant que citoyen qu'on est très choqué. On souffre tous les jours en termes d'investissement dans les dépenses de santé en France. On est dans vous avez vu l'Hôtel Dieu ce matin, qui est un bâtiment extrêmement vétuste. Et à côté de ça, on voit toute la journée des patients qui reçoivent des ampoules à 900 € alors qu'on pourrait faire la même chose à 25. C'est ça qui est choquant. Nous avons contacté à plusieurs reprises le ministère de la Santé pour tenter de comprendre sa décision. Oui, bonjour, madame Chantrel à l'appareil. Voilà, est-ce qu'elle est de retour dans son bureau? Non, elle est là. Elle est là, ça c'est certain. Mais elle n'est pas dans son bureau. Elle va vous rappeler ou... Non, parce qu'elle ne me rappelle pas. Ça fait 3 mois que j'essaie j'ai une demande d'interview en cours. Écoutez, c'est pas de solution. Et personne ne me rappelle. Donc là, j'ai besoin d'avoir une réponse ferme et définitive de votre part. Non, vous considérez qu'elle doit vous rappeler? Quelques heures plus tard, la directrice de la communication nous rappellera pour nous dire qu'il n'y aura pas d'interview. Si le Lucentis à 895 € est le seul autorisé pour traiter cette maladie des yeux, c'est parce que le laboratoire Roche, qui fabrique l'Avastin à 25 €, n'a jamais demandé d'autorisation de mise sur le marché. Pour ces deux professeurs, cette situation arrange bien les deux laboratoires, Novartis et Roche. Les industriels sont très heureux de cette situation. Roche développe l'Avastin dans le domaine du cancer, Novartis développe le Lucentis dans le domaine de l'ophtalmologie, et tout ça se fait en très bonne entente et malheureusement avec la complicité des pouvoirs publics en France. Novartis est d'ailleurs actionnaire à 33% du laboratoire Roche. Nous avons contacté ces entreprises. Elles ont refusé nos demandes d'interview et se retranchent derrière la décision du gouvernement français d'interdire l'Avastin. Il doit être prescrit par des oncologues et administré par voie intraveineuse. Avastin ne dispose pas d'autorisation de mise sur le marché en ophtalmologie. Pour résumer, un petit calcul s'impose. Si le Lucentis à 895 € était remplacé par l'Avastin à 25 €, l'assurance maladie économiserait 380 millions d'euros par an. Mais le Lucentis n'est pas le seul médicament à creuser encore un peu plus le déficit. Avec 338 millions d'euros, voici le troisième au hit-parade des médicaments qui coûtent le plus cher à la sécurité sociale. Le Crestor. Un médicament très efficace pour diminuer le cholestérol. Il fait partie de la famille des statines, qui comprend notamment 3 autres médicaments, le Taor, le Zocor et l'Elysor. Selon la Haute Autorité de Santé, tous ces médicaments ont la même efficacité. C'est aussi ce qu'affirment de nombreux cardiologues. Dans la région parisienne, le docteur Nardi suit plus de 2000 patients pour des problèmes cardiaques. Et pour lui, il n'y a pas de doute. Très franchement, je pense qu'il n'y a pas de différence entre les différentes statines. Je pense que n'importe laquelle donne un résultat comparable. Donc entre le Crestor et effectivement un générique d'une autre statine? C'est pareil. C'est pareil. Tous ces médicaments anti-cholestérol ont leur générique, qui coûte bien moins cher. Tous, sauf le Crestor. Pourtant, il est aujourd'hui l'anticholestérol le plus prescrit par les médecins. Il coûte tous les ans 338 millions d'euros à la collectivité. Mais alors, pourquoi nos médecins préfèrent-ils prescrire un médicament à 19 €
plutôt qu'un générique tout aussi efficace à 10 €. Pour mieux comprendre, il nous faut aller à Grenoble et rencontrer au centre hospitalier universitaire un ponte de la cardiologie. Pour le professeur Delorgeril, si les médecins français prescrivent autant le Crestor, c'est parce qu'ils y sont largement encouragés. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est de voir que les médecins, et notamment les cardiologues, y compris dans les hôpitaux universitaires, y compris les professeurs de cardiologie, prescrivent de manière préférentielle le Crestor, y compris dans le post-infarctus, alors que les données cliniques montrent que ça n'est pas efficace, plutôt que les autres statines. Comment vous l'expliquez? La plupart des universitaires qui sont en charge de l'éducation des médecins ou de la formation post-universitaire ont tous, leur grande majorité, des liens d'intérêt très forts avec l'industrie pharmaceutique et donc en fait jouent plutôt le jeu de l'industrie pharmaceutique plutôt que le jeu de la santé publique. Nous avons donc pris rendez-vous avec un médecin dont les travaux sont financés par le fabricant du Crestor. À Paris, le professeur Danchin le reconnaît, il travaille régulièrement pour les plus gros laboratoires, dont AstraZeneca. Moi, je travaille avec à peu près, je pense, tous les laboratoires qui ont fait des statines. Et quand on fait des études, il est absolument quasiment indispensable de travailler avec les laboratoires parce que la puissance publique, malheureusement, on le déplore d'ailleurs, n'a pas l'argent nécessaire à nous donner pour pouvoir faire les études qu'on aimerait faire. Les laboratoires pharmaceutiques ont donc rempli le vide laissé par l'État et financé les études du professeur Danchin sur ce médicament anticholestérol. Et ses conclusions sont claires. À dose faible, le Crestor fait aussi bien que d'autres statines à dose forte. Moi, personnellement, je suis relativement convaincu que c'est une statine un peu plus efficace que les autres. Pour lui, il n'y a donc aucune raison de prescrire les génériques, bien moins efficaces que le Crestor, fabriqué par le laboratoire AstraZeneca. Vous avez par exemple des liens avec AstraZeneca? Oui, j'ai travaillé beaucoup avec AstraZeneca, notamment pour cette étude dont vous parlez. Et vous n'avez pas l'impression que ça peut influencer votre jugement, par exemple, au sujet du Crestor? C'est une bonne question. Je pense qu'on est forcément un peu influencé de toutes parts. On a tous des influences. Quand vous êtes copain avec quelqu'un, indépendamment de tout lien d'argent, etc., vous êtes influencé. Et heureusement, j'allais dire, parce que sinon il n'y aurait pas de vie. Ce serait si on n'était que des machines neutres, ce serait pas vivable. La plupart de nos voisins européens, eux, sont un peu plus neutres. À l'étranger, le Crestor est assez peu prescrit. Et cette différence de comportement agace le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Lui en est persuadé, il faut arrêter de prescrire le Crestor et les autres statines pour passer enfin aux médicaments génériques. C'est pourtant pas le même prix. Si l'on avait une prescription de médicaments génériques de statines comme celle de nos voisins d'outre-Rhin, comme en Allemagne, avec les prix allemands, sur 1,2 milliard de dépenses de statines, 500 millions d'euros pourraient être économisés. La solution semble simple. Alors pourquoi ne pas arrêter de rembourser les médicaments originaux lorsqu'un générique est disponible? Pour le savoir, il faut pousser la porte de la Haute Autorité de Santé. 2 fois par mois, une commission se réunit ici. Nous allons commencer notre réunion du mercredi 18 septembre. Sa mission, évaluer l'efficacité et le progrès apporté par les médicaments. Son nom, la Commission de la Transparence. Autour de cette table, 26 médecins et également une représentante du LEM, le syndicat de l'industrie pharmaceutique. À l'ordre du jour, l'évaluation de l'efficacité d'une dizaine de nouveaux médicaments. Merci. Qui vote pour un service médical rendu? L'an dernier, la Commission de la Transparence a admis au remboursement 9 nouveaux médicaments sur 10. Et le président de la Commission le regrette. Mais en fait, il n'a pas le choix. Il y est contraint par la loi. Il n'y a pas de secret. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit arriver un médicament qui ne fait pas mieux que ce qui existe?
La réglementation ne nous permet pas de le refuser. Parce que la firme qui verrait son produit refusé alors que son médicament n'est pas moins bon dirait « mais nous sommes plus maltraités que les autres, donc vous n'êtes pas équitable entre les produits ». Et à ce moment-là, le Conseil d'État peut dire, il ne s'est pas privé de le faire déjà, mais pourquoi est-ce que vous traitez différemment, par exemple, un médicament du cholestérol et un autre médicament qui fait baisser le cholestérol? Ces deux médicaments sont équivalents. Pourquoi est-ce qu'il y en a un qui est pris et l'autre qui n'est pas pris au remboursement? Résultat, l'arrivée chaque année sur le marché de tous ces nouveaux médicaments freine la prescription des génériques, pourtant bien moins chers. Le prescripteur, il attend du nouveau médicament plus d'efficacité, même si ce nouveau médicament n'en apporte pas. Il veut aussi, je le pense, démontrer à son patient qu'il est au courant des dernières acquisitions de la thérapeutique. Donc il y a un engouement pour le nouveau, et si vous ajoutez à cet engouement par le nouveau le fait que ces médicaments nouveaux ne sont par définition pas génériqués, et donc profitent de la promotion de la force de vente du laboratoire, vous avez presque toute l'explication du fait qu'en France, les nouveaux médicaments qui sont souvent, pas toujours, mais souvent les plus coûteux, sont aussi les plus prescrits. Là encore, calculons. Si les médecins français prescrivaient les génériques des médicaments anti-cholestérol au lieu du Crestor, comme c'est le cas chez tous nos voisins européens, nous pourrions faire une économie de 200 millions d'euros. Alors papa, ton tout-bib. Je comprends pas. Pour mon traitement, il m'a donné un médicament générique. Je le sens pas. Les médicaments génériques, les Français les ont découverts au début des années 2000. C'est pas la même couleur non plus. Et pourtant, c'est pareil. Depuis leur arrivée sur le marché, ils ont permis une économie de 13,5 milliards d'euros. Ouvre ta bouche. D'habitude, c'est l'emballage qui te soigne. Les médicaments génériques, vous pouvez leur faire confiance. Ils sont sûrs, efficaces. Et comme ils sont moins chers, tout le monde y gagne. Mais tous ne voient pas les génériques d'un bon œil. Pour les firmes pharmaceutiques qui commercialisent les médicaments originaux, l'arrivée des génériques rime avec chute de bénéfices. Une affaire judiciaire a même révélé certaines pratiques. L'un de ces laboratoires a été condamné pour avoir tenté de jeter le doute sur l'efficacité des génériques. C'est l'histoire du Plavix, ce médicament vendu beaucoup moins cher en Italie. En 2009, le brevet du Plavix, médicament phare de Sanofi, touche à sa fin. Le laboratoire aurait alors décidé de mettre en place une stratégie de dénigrement à l'égard des génériques du Plavix. C'était la mission des commerciaux de Sanofi. Cette femme travaillait à l'époque pour le laboratoire. À visage caché, elle raconte comment elle était chargée d'intimider les médecins. On nous demandait de leur dire, si vous donnez un générique, ce patient risque de faire des complications cardiovasculaires. Alors il y avait une stratégie de communication, par exemple, si on avait identifié que un médecin utilisait un médicament concurrent, il nous demandait de disqualifier de manière insidieuse, pas directement, en semant le doute, toujours dans l'esprit du médecin. Une stratégie efficace. Pendant quelques mois, les médecins ont continué de prescrire le Plavix, pourtant 13 € plus cher que ces génériques. Après une longue enquête, Sanofi a finalement été condamné en mai 2013. Et le jugement de l'autorité de la concurrence est clair. Il est établi que les sociétés Sanofi-Aventis et Sanofi ont enfreint les dispositions de l'article L422 du Code du commerce, en mettant en œuvre une pratique de dénigrement des génériques concurrents du Plavix. Sanofi est alors condamné à payer une amende de 40 600 000 €. Une somme qui correspond au préjudice évalué par la Sécurité sociale. Le laboratoire a fait appel de cette décision et l'affaire est toujours en cours. À plusieurs reprises, nous avons tenté de joindre le laboratoire Sanofi et la communication a été plutôt compliquée. Mao Chantrel à l'appareil, je suis journaliste pour France 3. On était en contact par mail. D'accord, ne quittez pas. Merci, c'est gentil. Non, c'est une journaliste de France 3 qui est en contact par mail avec vous. Je peux pas vous parler.
D'accord. Elle n'est pas disponible pour le moment, elle est en réunion. Est-ce que vous pourriez lui envoyer un mail? Bah non, en fait, je souhaitais lui parler par téléphone parce que par mail, je lui ai déjà envoyé un mail en fait et elle m'a pas répondu. D'accord. Bah, je vais reprendre votre numéro. Réponse en fait. Je vais prendre votre numéro et je lui dirai de vous rappeler alors. Malgré nos demandes répétées, Sanofi ne nous a jamais accordé d'interview. Aujourd'hui, les génériques du Plavix commencent enfin à être prescrits. En 2012, en France, grâce à tous les médicaments génériques, la sécurité sociale a économisé près de 2,5 milliards d'euros. Mais on pourrait faire encore mieux. Banlieue de La Haye, aux Pays-Bas. Installée ici avec son mari et sa fille depuis 7 ans, cette Française est responsable marketing d'une grosse entreprise locale. Depuis 2006, le système d'assurance maladie a été privatisé et Maud s'est plutôt bien adaptée au système de santé néerlandais. Ici, on n'a pas d'assurance sociale d'État, donc on souscrit personnellement à des sociétés privées. La mienne avait été conseillée par mon entreprise et mensuellement ceci est retiré de la feuille de salaire. Donc en fait ça c'est un exemple du contrat, hein, de ce qui sera prélevé du salaire et après ça se retrouve sur la feuille de salaire. L'assurance de Maud lui coûte un peu moins de 110 € par mois. Et il existe beaucoup d'autres différences entre les deux pays. Les pharmacies sont beaucoup plus rudimentaires. Pas de commerce, c'est pas un commerce, c'est vraiment pour la santé. Et ici, pas d'ordonnance, tout est informatisé. Mon médecin a fait transférer l'ordonnance directement à la pharmacie, donc je n'ai pas eu j'ai pas eu de papier que je n'ai pas pu perdre. Et lui, normalement, lorsque je vais me présenter, reconnaîtra mon nom et aura ma prescription dans son système. Le pharmacien reçoit l'ordonnance directement. Son médecin a prescrit à Maud une crème générique à 14,18 €. Mais pour être remboursée, elle n'a pas le choix. Elle doit se soigner avec ce générique imposé par sa mutuelle. Je n'ai pas la notion du coût des médicaments car je les paye, enfin je les ai jamais payés en fait. Donc voilà, je n'avais pas cette notion-là. Mais pourquoi son assureur rembourse-t-il cette crème-là et pas une autre? Et comment les compagnies d'assurance décident quels médicaments sont remboursés? En fait, ce sont les mutuelles privées qui assurent aujourd'hui la gestion de la santé aux Pays-Bas. CZ est l'une des plus importantes du pays, avec près de 3,5 millions de cotisants. Martin Louf est commercial. Son travail, choisir parmi les médicaments proposés par les laboratoires pharmaceutiques, celui que sa mutuelle va rembourser. Nous regardons les prix proposés par les laboratoires. Celui qui est le moins cher remporte l'appel d'offres et donc le remboursement du médicament. Les autres médicaments ne sont donc pas remboursés. Et les firmes veulent tout obtenir ce fameux remboursement, car un médicament non remboursé, c'est un médicament peu prescrit et donc peu vendu. Depuis que nous fonctionnons par un système d'appel d'offres, beaucoup plus de laboratoires de médicaments génériques ont pu accéder au marché. Et c'est là que les prix ont incroyablement chuté. Vous savez, la concurrence est féroce entre les laboratoires. Ce sont loin d'être des amis. Ils veulent tous gagner et obtenir le remboursement. Mais ce système d'appel d'offres fait-il vraiment faire des économies? Nous nous sommes livrés à une petite expérience. Nous lui avons apporté des boîtes de génériques achetées en France et semblables en tout point à celles vendues aux Pays-Bas. La première boîte est le générique d'un anticholestérol vendu en France 10,81 €.
Le prix d'un cachet de simvastatine est de 1 ou 2 centimes. Aux Pays-Bas, le prix de cette boîte est à peu près de 50 centimes d'euros. Ce générique est donc vendu 15 fois plus cher en France. Deuxième médicament, l'oméprazole, une molécule qui lutte contre l'ulcère. En France, une boîte est vendue 9,74 €. Mais ici, c'est presque le même prix que l'autre médicament. Cette boîte vaut ici 50 centimes d'euros. 50 centimes d'euros contre près de 10 € en France. Là encore, la différence est étonnante pour l'assureur néerlandais. En France, peut-être que le prix des génériques ou des médicaments originaux est un peu plus élevé. Mais 15 fois plus élevé qu'aux Pays-Bas, c'est vraiment trop. Grâce à ce système d'appel d'offres, en 4 ans, les Pays-Bas ont économisé près de 900 millions d'euros. Une belle somme à l'échelle du pays. Bien sûr, nous avons demandé aux laboratoires pharmaceutiques leur avis sur l'expérience hollandaise. Mais là encore, votre appel a été transféré à une messagerie vocale. Personne n'a souhaité nous répondre. Nous sommes donc allés voir un homme qui connaît très bien le système de santé. Philippe Even est professeur de médecine. Il a longtemps enquêté sur les médicaments en France. Dans tous les autres pays, et la Hollande en particulier, on procède par appel d'offres. 30 génériqueurs aujourd'hui dans le monde se présentent en disant « moi je veux produire le médicament et voilà le prix que je vous propose ». On regarde les 30, on prend le moins cher, on dit voilà, c'est vous qui avez le contrat. Le génériqueur, même à ces prix très bas, il fait très bien ses affaires. Alors la France est le pays de cocagne. Parce que le même produit, il va le vendre 2, 3, 4, 5 fois plus cher et va faire encore plus de bénéfices. C'est magnifique. Il est temps de faire un nouveau calcul. En alignant le prix de nos génériques sur ceux des Pays-Bas, selon la sécurité sociale, nous pourrions économiser tous les ans jusqu'à 1 milliard d'euros. Mais alors, quelle différence y a-t-il entre le système néerlandais et le nôtre? Qui fixe le prix de nos médicaments en France? Ce jour-là, au ministère des Affaires sociales et de la Santé, les membres du CEPS, le Comité économique des produits de santé, se retrouvent pour leur rendez-vous hebdomadaire. C'est ce comité qui est chargé de fixer les prix des médicaments. Je vous propose d'ouvrir donc notre séance aujourd'hui, qui est particulièrement chargée, puisque vous savez que dans 1 heure, nous recevons les représentants des industriels et des pharmaciens pour un comité de suivi des génériques. Autour de la table, des représentants des différents ministères, de l'assurance maladie ou des caisses complémentaires. Au cours de la journée, plusieurs firmes pharmaceutiques viennent au comité négocier en direct les prix de leurs médicaments. Les débats sont confidentiels, nous n'avons pas le droit d'y assister. Ils vont durer toute la journée. Et après 8 heures de négociation, le président semble plutôt satisfait. Aujourd'hui, c'est une journée de grande sévérité, mais ça fait partie du mandat du comité économique que de programmer ces baisses. Ça fait partie de son mandat de participer à l'effort de maîtrise des dépenses d'assurance maladie. Selon le président, le CEPS va même imposer l'année prochaine une baisse des prix. Pour l'assurance maladie, une économie prévue de 950 millions d'euros. Pourtant, nous sommes encore bien loin de la moyenne des prix néerlandais et italiens. Et pour cause. Il y a quelques années, le CEPS a signé un accord étonnant avec les laboratoires pharmaceutiques. L'État français s'est ainsi engagé à ne pas fixer des prix plus bas que ceux de nos voisins européens. Les conventions garantissent que le niveau de prix ne sera pas inférieur au prix le plus bas parmi ceux pratiqués sur les 4 principaux marchés européens comparables. Mais pour le président du CEPS, cet accord est justifié. C'est pour les industriels une reconnaissance de l'innovation, de la qualité de la recherche qu'ils ont menée et de l'apport thérapeutique des produits qu'ils mettent à disposition des patients.
En clair, en autorisant des prix plus élevés, l'État a voulu se montrer reconnaissant envers les investissements des laboratoires. Mais ce n'est pas la seule explication. Il me semble nécessaire d'avoir un éclairage sur le contexte industriel, parce que dirait-on si effectivement des baisses de prix inconsidérées conduisaient à la fermeture de telle ou telle usine, à des baisses d'emplois. Dans le contexte économique qui est aujourd'hui celui de la France, ça fait partie des critères que nous prenons en compte. Les prix des médicaments seraient donc plus élevés en France, aussi pour cette raison, soutenir l'emploi dans l'industrie pharmaceutique. Une industrie qui, tout de même, a vu en 2012 son chiffre d'affaires dépasser les 52 milliards d'euros. Un paradoxe que dénonce Philippe Even depuis des années. Le prix est décidé beaucoup plus en fonction des impératifs économiques, c'est-à-dire les bénéfices de l'industrie pharmaceutique, et en fonction du marché de l'emploi, c'est-à-dire ne pas fragiliser les petits industriels français et risquer d'accroître le chômage. C'est ça qui est déterminant. C'est pas du tout la valeur du médicament. Et c'est dommage. Et certains ont bien compris le profit qu'ils pouvaient tirer de cette situation. Nous retournons en Italie. Là-bas, des petits malins ont eu une bonne idée. Acheter les médicaments dans les pays où ils coûtent le moins cher et les revendre là où les prix sont le plus élevés. On les appelle les traders du médicament. Nous sommes dans la banlieue de Milan. Gianluca, à gauche, est pharmacien de métier. Matteo, à droite, s'occupe des comptes de la société. Il y a quelques années, il remarque ces différences de prix d'un pays à l'autre et il décide alors de se lancer. Ici, on stocke toutes les marchandises qui arrivent de l'étranger. Ici, par exemple, ça arrive des Pays-Bas. Dans leurs entrepôts, plusieurs dizaines de tonnes de médicaments achetés à bas prix un peu partout en Europe à des grossistes. D'où vient ce médicament? Il vient de la République tchèque. Celui-là du Portugal. Celui-là de Norvège. Et le Plavix arrive des Pays-Bas. Il est destiné à la France. Des médicaments qui sont ensuite revendus dans nos pharmacies françaises. 6 millions de boîtes passent par cet entrepôt chaque année. Un tout nouveau business, connu et permis par nos autorités de santé. Nous sommes des opérateurs commerciaux. On achète les médicaments là où ils coûtent moins cher et on les revend là où ils coûtent plus cher. Une fois évidemment qu'on a obtenu l'autorisation de mise sur le marché de l'Agence du médicament. Ils seront ensuite vendus dans les pharmacies françaises. Mais avant de partir pour la France, ce Plavix doit faire un arrêt en Toscane. Nous y retrouvons notre trader, Gianluca. Il a rendez-vous avec son directeur d'usine et il veut nous montrer comment, avec une simple manipulation, il transforme une boîte de Plavix néerlandaise en une boîte de Plavix française. Cette ligne de production change l'aspect extérieur du médicament. Le médicament arrive dans un conditionnement. La première employée jette l'emballage du produit. Et puis la deuxième met la plaquette dans une nouvelle boîte. Et la dernière ajoute la notice en français. En quelques secondes à peine, le Plavix néerlandais est devenu français. Et les boîtes sont quasiment identiques. Ce sont les firmes pharmaceutiques françaises qui pâtissent le plus de l'importation de médicaments provenant d'autres pays européens. Ça semble un peu absurde de se dire que les médicaments français coûtent moins cher hors de France. C'est exactement ça. Les bénéfices de la société sont un secret industriel, disent-ils. Mais leur chiffre d'affaires se calcule en millions d'euros. Aujourd'hui, ils livrent dans toute la France, dans plus de 2000 pharmacies. Quelques jours plus tard,
notre Plavix arrive dans le 20e arrondissement de Paris. Cette pharmacienne a commandé des dizaines de médicaments à la société italienne. Elle va les payer 5% moins cher que les prix français. Elle n'y voit donc que des avantages. Oui, ce sont des médicaments qui sont moins chers. Et puis j'avoue que comme la situation des pharmacies est un peu difficile, ce sont aussi des médicaments sur lesquels on a une marge un petit peu meilleure. Après la livraison, un commercial de la société passe lui montrer ses nouveautés. Oui, des pharmaciens bien, vous. On s'est déjà vu, il me semble. Oui. Dans un catalogue, photos à l'appui, les médicaments sont même présentés avec leurs références et surtout leur prix. Imbattable. On complète... on peut passer peut-être une petite commande. Ouais. Donc il y a du Coversil. C'est quoi la différence de prix? Pas mal. Pas mal. De près de 2 €. Près de 2 €, oui. Ce qui est quand même assez important. Ce qui est pas mal, effectivement. Les pharmaciens y gagnent, mais ils ne sont pas les seuls. Oui, une cinquantaine. Ouais. Il y a un intérêt plus au niveau de la collectivité, à savoir que comme le prix public TTC est inférieur, du coup, on va faire des économies pour la collectivité, pour la sécurité sociale. D'accord. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Car ces médicaments achetés moins cher à l'étranger coûtent aussi moins cher en remboursement à l'assurance maladie. Récapitulons. Selon l'assurance maladie, avec les 380 millions du Lucentis, les 200 millions du Crestor et le milliard des génériques, l'État pourrait économiser 1 milliard et 580 millions d'euros. Bien plus que le montant des économies promises cette année. Fin octobre, la loi sur le financement de la sécurité sociale a été votée à l'Assemblée nationale. Nous allons donc commencer l'examen des articles de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. À l'époque, nous avions pu assister aux travaux de la Commission des affaires sociales. Dans la salle, des députés de la majorité et de l'opposition. Officiellement, le projet de loi sur le financement de la sécurité sociale devrait permettre cette année d'économiser 950 millions d'euros sur le prix des médicaments. Les économies sur les dépenses de médicaments, elles sont quand même basées sur le fait que c'est dans notre pays que nous avons la plus grosse consommation de médicaments et la plus grosse dépense par tête d'habitant en médicaments au sein de l'Union européenne. Une erreur selon certains. Quelques parlementaires sensibles aux arguments de l'industrie pharmaceutique en sont persuadés. Baisser les prix des médicaments met en danger l'emploi. La dépense médicaments représente 16% des dépenses et on lui fait porter 56% en fait des économies qui vont être faites sur ce PLFSS 2014. Simplement de dire qu'à force de charger l'industrie pharmaceutique, ceci aura des conséquences économiques pour le pays et aussi sur l'emploi. Avec un déficit de l'assurance maladie estimé pour 2012 à 7,9 milliards d'euros, le discours semble surprenant. À la sortie de la commission, nous interrogeons ce député sur le Plavix. Ce médicament pour le cœur vendu beaucoup moins cher à l'étranger. Sur un médicament comme le Plavix, il est à près de 20 € de plus en France qu'en Italie. Écoutez, je crois que les laboratoires ont des politiques commerciales qui leur appartiennent et se réfléchissent au niveau mondial. Sur la France, et on parle de l'industrie, alors on va parler de l'industrie du médicament, c'est quand même, la France, je crois, est au 4e rang mondial. La France est un pays qui exporte et qui a une balance commerciale excédentaire concernant le médicament et qui emploie plus de 120 000 personnes. Donc je crois que quand on parle de dépenses, quand on parle de prix, ce qui est normal, je veux dire aujourd'hui on compare les choses, je crois qu'il faut aussi pas sous-estimer les recettes et les emplois créés par les industriels sur notre sol. L'industrie pharmaceutique au service de l'emploi. Un argument qui énerve au plus haut point ce député. Bernard Debray est médecin et il connaît bien le système de santé. Mais ce n'est pas le rôle du médicament que de favoriser l'emploi. Il faudrait que les ministres de la Santé, comme je l'ai dit aux ministres précédents, quand nous étions en majorité, déremboursent un certain nombre de médicaments. À l'évidence. Quand les médicaments ne servent à rien, ou peu, il faut les dérembourser. On ne va pas construire des usines qui fabriquent des médicaments qui ne servent à rien
pour employer des gens, c'est absurde. C'est non seulement inacceptable, c'est psychédélique comme truc. Absurde, mais difficile de sortir de cet engrenage. Soucieux de l'emploi dans leur circonscription, les députés sont loin d'être tous favorables à une baisse des prix du médicament. Une situation que regrette amèrement le professeur Delorgeril. Pour lui, les politiques sont trop indulgents à l'égard de l'industrie pharmaceutique. La France est le paradis de l'industrie pharmaceutique. N'importe quel grand industriel américain, anglo-néerlandais ou japonais a toujours la France, pourtant lourde d'une bureaucratie dont tout le monde se plaint, a la France comme exemple, comme pays où l'on fait des profits grâce aux médicaments. C'est le pays de rêve. N'importe quel industriel qui veut se redéployer commence par aller en France. C'est là qu'ils sont les rois. C'est catastrophique. C'est catastrophique pour la santé publique, c'est catastrophique pour l'assurance maladie. Et après, on nous dit que l'assurance maladie est en déficit et qu'il faut payer des impôts pour rembourser le déficit de la sécurité sociale. C'est comme ça que ça marche. Dunkerque, au mois de juillet dernier. Derrière les murs de l'usine AstraZeneca, le fabricant du Crestor, l'attente est un peu fébrile. Car un invité de marque arrive. Le président de la République s'est déplacé en personne. François Hollande est venu remercier l'entreprise pour son investissement dans l'économie française. Un geste fort pour marquer le soutien de l'État au secteur. Pourtant, malgré ces dizaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires, selon les derniers chiffres disponibles, l'industrie pharmaceutique a licencié en 2011 près de 2000 salariés en France. Sur ce plateau, avec nous, Philippe Géhin, vice-président d'AstraZeneca, seul laboratoire à avoir accepté notre invitation et nous vous en remercions. Monsieur, c'est un sujet à ce point sensible que même le syndicat professionnel, le LEM, a refusé de venir sur le plateau. Quant au ministère de la Santé, il n'a pas donné suite aux demandes d'interview de notre journaliste Mao Chantrel. Philippe Even, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'Institut Necker et l'ancien doyen de la faculté de médecine de Paris. On va commencer par cette exception française. Je me tourne vers vous, Philippe Géhin. Pourquoi les médicaments sont-ils si chers en France? Question simple, réponse simple. Merci tout d'abord pour cette invitation. C'est avec plaisir que je participe au débat. Pourquoi les médicaments sont-ils si chers en France? Tout d'abord, ils ne sont pas si chers puisque lorsqu'on regarde le prix des médicaments en France par rapport aux 3 autres pays de référence, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne et même l'Italie, 4 pays, il s'avère que les produits des médicaments en France sont en moyenne 10 à 15% moins chers que dans ces 4 pays. C'est pas du tout ce qu'on voit dans notre documentaire. Hein. Non. Ni pour le Crestor dont on va parler que vous produisez, ni pour le Plavix qui est produit par Sanofi. C'est pas ce qu'on voit. Il peut y avoir quelques exceptions. Et lorsqu'on parle du prix des médicaments, il faut savoir 2 choses. C'est que petit 1, c'est l'État qui fixe les prix. Et que deuxième chose, il y a les prix qui sont fixés lorsqu'un produit, un médicament sort dans les pharmacies. Et ensuite, lorsque le produit tombe dans le domaine public, 10 à 15 ans après sa sortie, à ce moment-là, il y a un effondrement des prix qui peut être différent d'un pays à l'autre. Alors, on va prendre d'autres médicaments. On s'est procuré très simplement de l'Attaquant, qui est produit par votre laboratoire. C'est un médicament contre l'hypertension. 1 million de boîtes prescrites par an en France, 16,62 € la boîte. En Italie, vous me disiez à l'instant qu'on était les moins chers d'Europe, 8,65 €. Oui. Pas besoin de calculette, hein, les gens qui nous regardent auront vite compris la différence de prix. C'est un produit qui est actuellement quasiment entièrement génériqué. Donc le prix qui compte, c'est le prix du générique. Il faudrait comparer. Mais ça, c'est bien un médicament. Ce n'est pas le générique d'Attaquant. Les produits qui sont aujourd'hui délivrés par les pharmaciens sont des génériques d'Attaquant pour la plupart. Donc il faut comparer les prix des produits qui sont vendus par les pharmaciens et non pas les prix des prix qui sont proposés. Mais celui-là, l'original, si on peut dire, pourquoi est-il 2 fois plus cher chez nous qu'en Italie? Le prix est fixé par l'État. Ça, on va en reparler, mais l'État qui négocie avec les laboratoires, qui négocie avec les professionnels de santé, ce n'est pas l'État tout seul. Tout à fait. Lorsque un médicament tombe dans le domaine public, le prix baisse de 20% automatiquement en France. Et donc vous anticipez ça? Et donc ce prix a été baissé. Peut-être que dans d'autres pays, il baisse de façon plus importante. Mais toujours est-il qu'en France, cette molécule, c'est une molécule qui est vendue quasiment exclusivement sous la forme des génériques.
donc 60% moins cher que ça. Donc il faudrait comparer les produits qui se vendent plutôt que les produits qui sont proposés. Vous comprenez que ça puisse choquer quand même quand c'est du simple au double entre l'Italie et la France? Oui, parce qu'il y a, dans le reportage, il y a une partie très intéressante sur le commerce parallèle. Effectivement, il y a des sociétés qui en profitent. Et il faut savoir que les produits d'AstraZeneca, on n'a aucun produit qui vient de l'étranger dans les pharmacies en France pour être vendu à la place des produits qui sont proposés en France. Par contre, on a beaucoup d'exportations parallèles. Donc, je ne retrouve pas dans les chiffres du laboratoire des importations telles qu'elles pourraient être, telles qu'elles sont évoquées dans le reportage. Philippe Even, je me tourne vers vous. Au début du reportage, on a ce patient qu'on suit parce qu'il a des problèmes cardiaques et à qui on prescrit du Plavix, qui est produit par le laboratoire Sanofi. C'est mon autre petite boîte. Quand on lui annonce le prix 2 fois moins cher en Italie, 37 € en France, 18,23 pardon en Italie, il dit texto, les bras m'en tombent. Est-ce que vous comprenez sa réaction? Je comprends que les bras lui en tombent, oui. En réalité, il faut distinguer deux choses. Les médicaments, depuis 5-6 ans, qui s'harmonisent, qui convergent, comme on dit, à peu près au même prix dans les différents pays européens, à quelques variantes près. Mais là c'est pas à peu près, là, oui, c'est du simple au double. Oui, mais laissez-moi terminer. Je parle depuis quelques années. Or, le Plavix est sorti il y a 15 ans. Le gros des médicaments, 90% des médicaments, sont antérieurs à cette période. Et c'est au cours de cette longue période de 1980 à 2005 ou 2006 que les prix français se sont alignés à un niveau sensiblement plus élevé, parfois beaucoup plus élevé, que les autres pays européens. En particulier les Pays-Bas, mais aussi l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie et même l'Espagne. Voilà. Donc il faut pas se tromper. C'est vrai qu'il y a une convergence, que les choses s'améliorent, que l'Europe commence à exister avec des prix communs pour les différents pays européens, mais pour le gros des médicaments, qui sont des médicaments entre guillemets anciens, la supériorité des prix français est indiscutable. Et on ne pourrait pas les baisser, ces prix, on ne peut pas les renégocier. C'est ça que les gens vont se demander en nous regardant. Écoutez, c'est un problème qui dépasse le prix. Le problème, d'abord pour les prix, il faut comprendre qu'aujourd'hui, les prix sont fixés aux États-Unis par l'industrie. Prix libre aux États-Unis, et une fois que le prix est fixé aux États-Unis, on ne peut pas s'en écarter terriblement. Alors, oui, je me permets de vous couper. On a vu dans notre documentaire que le prix des médicaments, là, il est fixé par le CEPS, le Comité économique des produits de santé, qui dépend du ministère de la Santé. Vous m'interrompez si je me trompe. Oui, parce qu'il ne dépend pas du tout du ministère de la Santé. Il est triministériel avec le ministère de l'Industrie et le ministère du Budget. Et ce sont ces deux ministères-là qui comptent. Il ne faut pas se tromper. Voilà, mais les professionnels de la santé, non, il n'y a pas de médecin. Laboratoire, un médecin assis sur une chaise assurance maladie. Oui, mais attendez. Décide les prix du médicament dans cette instance ou pas? Le Comité économique des produits de santé est certainement, dans le domaine de la santé en France, l'organisme qui fonctionne le plus mal. D'accord. Il s'agit de médicaments, les patients ne sont pas représentés, les médecins ne sont pas représentés, et on a autour de la table le syndicat de l'industrie pharmaceutique, un représentant, celui qui demande le remboursement de son médicament, etc. Il n'y a pas de médicalisation de cette structure qui est entièrement dominée par le problème de maintenir l'emploi en France et de créer des conditions favorables au développement industriel. Il y a Philippe Géhin qui va intervenir. Juste, monsieur, on a demandé à tourner ces négociations. Ça nous a été refusé. C'est resté secret. Monsieur Even dit que tout le monde n'est pas représenté. Qu'est-ce que vous répondez? Je ne suis pas du tout d'accord avec monsieur Even. Le Comité économique des produits de santé, c'est un groupe de fonctionnaires extrêmement compétents et ça fonctionne très bien. Mais attendez, j'ai pas dit le contraire. J'ai dit qu'il n'y a pas de médecin et pas de malade dedans. Il n'y a pas de médecin. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est la commission de transparence qui évalue la valeur médicale du produit, qui est une commission qui est juste avant le Comité économique des produits de santé. La commission de transparence, où là il n'y a que des avis médicaux, que des médecins, donne une note au comité économique pour dire si le médicament c'est mieux, c'est pareil ou c'est moins bien. En fonction, si c'est moins bien, ce n'est pas remboursé. Si c'est pareil, ce sera moins cher. Et si c'est mieux, à ce moment-là, il pourrait y avoir un prix supérieur. Madame Loison, on est en plein discours artificiel. La commission de transparence qui évalue la qualité des médicaments et le service rendu. Avec le service médical rendu, l'amélioration du service médical rendu, etc. Voilà. Et pour le Crestor, pour aller là-dessus, monsieur Géhin, le Crestor, je crois qu'il a un très mauvais avis. Je voudrais qu'on reste au cœur du problème. Cette commission travaille très bien, de l'avis unanime. Il n'y a pas de critique. Les avis qu'elle émet, seulement le Comité économique des produits de santé ne l'auditionne pas, ne l'écoute pas, il lit son rapport, il suit l'avis de la commission
si tout le monde en est d'accord, sinon il n'en tient aucun compte. C'est-à-dire qu'un médicament qui ne sert à rien et qui est dangereux, on a eu l'histoire avec le Mediator, mais il y en a bien d'autres, la commission de transparence l'avait très bien jugé, et bien le médicament est resté diffusé, remboursé à 65% pendant 10 ans, alors qu'il était critiqué par la commission de transparence. Donc le comité économique des produits de santé est une instance administrativo-politico-économique largement influencée par l'industrie et qui ne prend des décisions qu'en fonction des intérêts économiques et pas de l'intérêt des patients. Non, là, je ne suis pas du tout d'accord. Le comité économique, d'ailleurs... Vous n'avez pas votre mot à dire. Comme nous, on voudrait comprendre comment on négocie le prix d'un médicament. Quand les portes se ferment et que nos caméras s'en vont, comment on négocie? Je ne vais pas montrer ça, c'est pas le vôtre. Comment on discute ce prix? Mais votre dossier, il est envoyé, là, ça y est, ils l'ont tous sur la table. Ils l'ont sur la table, ils débattent entre eux. On ne participe pas au débat du comité économique. Jamais. Jamais. Donc le laboratoire n'est jamais présent. Il y a des représentants des laboratoires? Non, jamais. Du syndicat? Non. Le LEM n'est pas là. Que si, le LEM est présent. Comité économique? Bien sûr. Non. Bien sûr que le LEM est représenté. À la transparence, mais pas au comité économique. Au comité économique du médicament, il n'y a personne. Je veux dire que le président du LEM ou son représentant siège au comité économique des produits de santé. Nous, on a un tour de table avec une petite fiche LEM. Mais oui, mais attendez. J'ai assez tourné autour de cette structure pour savoir comment elle fonctionne. À la commission de transparence, il y a des représentants du LEM qui écoutent ce qui se dit. Au comité économique, il n'y a pas de représentant du LEM. Alors, on va essayer d'avancer un petit peu. Allez-y. Il y a un rapporteur qui est nommé lorsque le dossier est envoyé au comité économique, qui est un rapporteur neutre, en général qui appartient d'ailleurs à la CNAM, qui fait son rapport et qui soumet sa proposition au comité économique, qui en statue tous les jeudis. C'est la journée du comité économique. Et à la sortie de ça, il y a une proposition de prix qui est faite. Oui, que ce soit le jeudi ou le vendredi n'a pas une très très grande importance. Le problème, c'est que c'est un grand laboratoire. C'est l'un des rares qui n'a, au fond, sur le marché, que des molécules intéressantes. C'est presque exceptionnel. Donc, ça m'ennuie d'être en désaccord avec vous sur un point. Et je pense que le problème n'est pas le prix des médicaments. Le problème, c'est notre clientèle. C'est ce que les gens payent quand ils vont à la pharmacie, c'est ce que rembourse la sécurité sociale avec un déficit. Je ne vous attaque pas, mais je veux dire qu'il y a d'autres facteurs importants. Il y a la consommation de médicaments des Français, qui est un problème en soi, et il y a le problème des remboursements. Le problème, le prix, c'est très intéressant, le prix. Le problème, c'est de savoir si le médicament est remboursé ou pas. On va en parler. Et quand la commission dont on parlait dit ce médicament ne présente aucune supériorité sur les autres, il devrait donc ne pas être remboursé. Eh ben, il est remboursé quand même. On va y aller tout de suite. Je voudrais quand même votre avis à tous les deux sur les génériques. L'autre exception française, c'est la faible consommation des génériques par rapport aux autres pays. En France, une boîte sur 4 est un générique, alors qu'en Angleterre, en Allemagne, aux Pays-Bas, on l'a vu, on prescrit 2 à 3 fois plus de génériques. Pourquoi? On va prendre l'exemple des statines, les médicaments anti-cholestérol. Toute une partie de notre enquête est consacrée, je vais le montrer, au Crestor. Je le rappelle, c'est le 3e médicament qui coûte le plus cher à la sécurité sociale. Ce sont les chiffres de l'assurance maladie. 338 millions d'euros de remboursement par an. Il existe pourtant plusieurs génériques en France qui sont beaucoup moins chers sur le marché. Votre groupe, Philippe Géhin, produit le Crestor. C'est le 3e médicament qui coûte le plus cher à la sécurité sociale. Alors, justement, on vient de le voir, il y a des génériques. Comment vous expliquez ça? On voit dans notre reportage ce médecin qui explique que vous financez en partie des études qu'il mène. Est-ce que vous vous appuyez comme ça sur des pontes de la médecine pour que votre produit soit majoritairement prescrit? On a des produits qui effectivement sont dans le top 10, comme on dit, le top 10 des médicaments remboursés. Crestor, ça en fait partie. On a également des produits, des médicaments, qui ne font pas partie de ces produits les plus chers, comme vous dites, pour la sécurité sociale. Je prenais l'exemple, en discutant avec M. Even tout à l'heure, de la péridurale, qui est une invention d'AstraZeneca. Lorsqu'une femme va accoucher à l'hôpital et utilise une péridurale, ça coûte 3,50 €. Oui, mais alors là, moi, je voudrais juste, je ne vais pas vous contrarier, mais 330 millions d'euros de remboursement par an, alors qu'il y a des génériques. Crestor n'a pas de générique. Il y a d'autres statines qui ont des génériques. Qui sont des génériques. Et c'est la règle. Quand on est dans une classe thérapeutique où il y a d'autres produits qui ont des génériques, eh ben, les génériques sont prescrits. Et les génériques représentent 85-90% des molécules généricables. Comment vous expliquez, M. Géhin, qu'en Allemagne, oui. 0,5% seulement de prescription de Crestor? Ils sont moins compétents, les médecins allemands? Parce qu'en France, on a un dosage de Crestor qui est un dosage à 5 mg.
c'est le dosage de statine qui est le plus petit dosage et qui a la plus grande efficacité. C'est ce que dit le professeur dans le documentaire. Les autres dosages de statine, c'est 10, 20, 40 mg. Donc si on dit que toutes les Il y a d'autres études qui ont démontré que c'était exactement la même efficacité, qu'il n'y avait pas particulièrement d'amélioration. Sauf que la DGS nous a demandé... Direction générale de la santé. Exactement. A demandé une étude sur l'utilisation des statines en vie réelle, et a bien observé comment se comportaient les patients qui avaient fait un accident cardiovasculaire. Et il est démontré que Crestor a une efficacité qui est remarquable pour un tout petit dosage. Donc c'est ça qui fait le succès du produit. Pourquoi, quand on est dans un cabinet, qu'on a des problèmes cardiaques, on nous met Crestor sur l'ordonnance? Je vais être lapidaire. Il n'y a aucune différence d'efficacité entre les 7 statines qui se partagent le marché. Statine, médicament anticholestérol, pour qu'on soit bien clair. Aucune différence d'efficacité. Le Crestor est la seule qui est encore protégée par un brevet et donc à un prix très justement plus élevé que les autres. Et les médecins français prescrivent plutôt du Crestor que des génériques. C'est un problème d'éducation des médecins. Les médecins allemands ne sont pas meilleurs que les médecins français, mais ils sont mieux formés. C'est la raison pour laquelle la dernière molécule protégée par un brevet qu'est le Crestor n'est pratiquement pas prescrite ni en Allemagne, ni aux Pays-Bas, ni en Angleterre. Elle ne l'est que par l'inertie des médecins français. Non. Alors, le Crestor représente en France 6% des ventes mondiales. Il est plus prescrit en Belgique, il est plus prescrit en Australie. Il y a beaucoup de pays où le Crestor est plus prescrit qu'en France. Aussi. Non, la Belgique, c'est tout près. On va... Tout près, la Belgique. Il y a un autre moment fort dans notre reportage, c'est ces patients qui souffrent de la DMLA, la dégénérescence de l'œil. Comment expliquer que le ministère de la Santé a interdit par une circulaire qu'on interdise l'Avastin? C'est ce médicament qui est 35 fois moins cher que le Lucentis, qui est cette seringue et qui coûte environ 900 € à chaque injection. On a fait nos calculs, 380 millions d'euros par an de différence pour la sécurité sociale. Si on pouvait utiliser l'Aventis, on pourrait embaucher 10 000 infirmières par an. Oui. Et on a ces deux médecins vos confrères, qui tapent du poing sur la table, qui disent c'est inadmissible. C'est une situation absolument scandaleuse qui tient à la fois à la rigidité de l'administration française qui applique des textes et à l'habileté des deux marchands, Roche et Novartis, qui sont copropriétaires de la vraie société qui avait inventé le médicament, Celgene aux États-Unis, et qui ont tout intérêt à ce que l'un des deux soit vendu beaucoup plus cher que l'autre. C'est tout. Merci beaucoup Philippe Even de nous avoir apporté votre point de vue sur cette question. Merci Monsieur Géin, je le rappelle, seul laboratoire qui est accepté après cette enquête sur le prix du médicament en France à avoir accepté de répondre sur le plateau de Pièces à Conviction. Merci beaucoup. Merci à vous de votre fidélité à Pièces à Conviction. Je vous retrouverai évidemment avec plaisir le mois prochain pour une nouvelle enquête. Excellente soirée sur France 3.